Bienvenue dans le débat sur France 24, un débat consacré ce soir à la laïcité. Après l'assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty, 48 personnalités, dont la philosophe Elisabeth Badinter ou encore l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, ont appelé les pouvoirs publics à créer de nouveaux outils, de nouvelles instances pour défendre la laïcité. Alors on va revenir justement sur ce principe de laïcité. Qu'est-ce qu'il signifie? Est-ce une spécificité française? La laïcité est-elle menacée aujourd'hui? On va en débattre avec mes invités. J'ai à mes côtés, et bonsoir, Henri Peña-Ruiz. Vous êtes philosophe, auteur également du dictionnaire amoureux de la laïcité et chez Plon, pardon. Bienvenue dans ce débat. Gabriel Lattanzio, bonsoir, professeur d'anglais au lycée Paul-Robert Delisle. Bienvenue à vous également, bonsoir. Par Skype, nous avons avec nous Valentine Zuber. Elle est directrice d'études à l'École pratique des hautes études, chaire religion et relations internationales, auteure de La laïcité en débat, au-delà des idées reçues, et c'est réédité chez le Cavalier Bleu. On va essayer justement dans cette émission d'aller au-delà des idées reçues. J'aime beaucoup aussi votre titre. Par Skype également de Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, John Bowen. Bonsoir et bienvenue également à vous, anthropologue américain, professeur à l'Université de Washington de Saint-Louis, auteur de L'Islam à la française aux éditions Steinkiss, un livre qui est une plongée dans le quotidien de l'islam en France. Henri Peña-Ruiz, je vais commencer par vous parce que vous êtes le philosophe de ce plateau. D'abord, la laïcité, c'est quoi? Est-ce que c'est d'abord un principe? C'est un principe de séparation de l'autorité politique et de l'autorité religieuse. Une séparation très saine, afin que l'autorité religieuse, qui a souvent, malheureusement, c'est le cas des trois monothéismes, condensé en elle les préjugés d'une époque. Par exemple, le préjugé selon lequel la femme doit être obéissante et dominée par l'homme. Eh bien, l'émancipation laïque, c'est-à-dire la sortie de la dépendance, est l'œuvre fondamentale de la laïcité. La laïcité n'est pas anti-religieuse, mais elle considère que la religion ne doit engager que les croyants. L'humanisme athée ne doit engager que les athées, et la puissance publique, qui doit faire vivre ensemble tout ce beau monde, doit être indépendante de la tutelle religieuse. La laïcité, c'est aussi un principe universaliste. Dans un État laïque, il y a de la place pour tout le monde. Pour les croyants des diverses religions, pour les humanistes athées et les humanistes agnostiques qui ne se prononcent pas, comme vous savez, sur l'existence de Dieu. Donc la laïcité, dans un pays comme la France, qui est un creuset, c'est ce qui permet à la diversité d'exister sans conflit, à la condition, bien sûr, que la loi de la République, la chose commune à tous, res publica en latin, que la loi de la République soit plus forte que les lois des particularismes religieux ou coutumiers. L'enjeu de cela, c'est effectivement l'émancipation. Elle implique donc des droits et des devoirs, cette laïcité? Bien sûr. Elle implique des exigences. Par exemple, contrairement à ce qu'on dit de la France, il y a effectivement des normes pour les tenues vestimentaires, mais elles ne sont pas arbitraires. Prenez les signes religieux, la kippa, la croix charismatique ou le voile, ne doivent pas être exhibés quand on représente la chose publique, quand on enseigne. Mais elles sont libres à la condition, effectivement, qu'elles respectent les lieux d'expression de cette liberté. Donc la légende d'une France qui interdirait tous les signes religieux sans distinction de lieu ou de fonction est une légende complètement fausse. Gabriel Lattanzio, donc la laïcité, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est un principe qui rassemble. Vous qui êtes sur le terrain, vous êtes enseignant dans un lycée, il faut l'expliquer, ce principe, mieux aujourd'hui? Oui, c'est certain. Je pense, pour prendre un peu de hauteur sur cette question-là, qu'en fait, les difficultés posées aux pédagogues aujourd'hui, qui se posent sur la laïcité, en fait, sont des problèmes qui se posent dans plein de domaines de ce que l'on fait dans notre travail. Un souci que j'ai, c'est l'apprentissage de la nuance auprès de mes élèves. Et je crois que ce que les fondamentalistes ont comme chance que nous n'avons pas quand on invite les gens à la nuance, c'est que leur propos est particulièrement simple. Ils exposent des prescriptions suivant une idée du bien, une idée du mal, qui est incarnée par différentes personnes. À l'école, ce qu'on cherche à faire, c'est une pédagogie du savoir, du regard critique, capable de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais aussi capable de différencier ce qui est légal de ce qui est regrettable. C'est plus difficile aujourd'hui, je crois, de le faire. Écoutez, moi j'enseigne depuis 10-12 ans. Et il me semble qu'il y a une évolution culturelle qui dépasse le strict cadre de la laïcité, mais qui s'exprime dans la question de la laïcité. C'est la compréhension pour les jeunes esprits
que l'on peut trouver de l'intérêt à quelque chose avec lequel on est en désaccord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une croyance, ça veut dire on est moins tolérant à l'égard d'une autre croyance aujourd'hui? Est-ce que le phénomène religieux est plus prégnant aujourd'hui dans les salles de classe? Alors ça peut être identitaire, ça peut être la question religieuse, mais en fait, j'évite pas la question, hein, mais je crois que dans beaucoup de l'expérience adolescente aujourd'hui, qui se passe très largement en ligne, par exemple, la question qui est posée lorsque l'on consomme un contenu culturel, quel qu'il soit, c'est j'aime, je n'aime pas. C'est je m'y reconnais ou je ne m'y reconnais pas. Et la façon dont les contenus nous sont servis dans notre vie en ligne, qui prend une grande place, c'est souvent sur la base de ce qu'on suppose de la personne. Enfin, l'algorithme va vous servir ce qu'il suppose que vous voulez voir. Et donc on est renforcé dans une prégnance des idées préconçues qu'on pouvait déjà avoir avant. Et la chance de l'école, la responsabilité de l'école, ça va être d'apprendre aux jeunes à se débarrasser de cela. À se débarrasser de ce côté binaire, apprendre à penser face aux autres et avec les autres. Apprendre à penser. Et donc ce n'est pas si simple. Valentine Zuber, la laïcité, justement, Henri Peña-Ruiz le disait, c'est une séparation tout de même de l'Église et de l'État. Il y a cette loi de 1905 à laquelle qu'on ne touche pas d'ailleurs. Cette séparation de l'État et des organisations religieuses, elle fait partie, c'est un principe inséparable de celui de la laïcité. Oui, effectivement, et les relations peuvent être plus ou moins séparées. Ce qui est important, c'est que l'État ne soit pas enclin à diriger ce qui se passe à l'intérieur des consciences et inversement, que les consciences religieuses n'interfèrent pas dans le domaine de l'État. Donc c'est cette séparation qui est plus que symbolique et qui est symbolisée par la loi de séparation des églises et de l'État, parce qu'en 1905, il n'y avait pas qu'une église, il y en avait plusieurs, les protestants, les juifs, et donc il fallait s'adresser à toutes et à tous. Et c'est le fruit d'une histoire heurtée, une histoire de France heurtée justement, avec l'Église, les églises, que cette séparation, que cette loi de 1905. Oui, c'est une histoire extrêmement heurtée, et cette tentation des mouvements religieux à avoir une influence politique. L'histoire de France l'a connue depuis le Moyen Âge, et ça s'est dramatiquement illustré lors des guerres de religion. Et c'est la Révolution française qui a permis cette première séparation entre ce qui relève de la chose publique, de l'État, et ce qui relève de la conviction profonde des personnes, de la dimension religieuse même collective, mais qui ne doit pas, les deux ne devant pas interférer l'une avec l'autre. John Bowen, pour vous qui êtes américain, la laïcité est-elle une spécificité française? Je ne suis pas philosophe, donc je préfère parler plutôt de tout le dispositif qui gère les rapports entre les pouvoirs publics, d'une part, et tout organisme de structure ou d'inspiration confessionnelle, de l'autre. Donc, ça peut être subvention des églises par l'État ou par les collectivités locales qui est là, mais aussi les aménagements donnés aux écoles sous contrat, mais confessionnelles, qui reçoivent une forte subvention de l'État. Mais il y a toutes sortes de rapports dans le pratique. Pardonnez-moi, je vous interromps, John Bowen, pour être plus précis sur ma question. Vous êtes américain. On a vu par exemple que le New York Times ou le Washington Post ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire la laïcité en France. Ça a été très critiqué d'ailleurs en France. Il y a tout de même une incompréhension, même de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce que c'est difficile à comprendre pour, par exemple, des Américains ou même d'ailleurs outre-Manche, que ce principe de laïcité à la française? Non, pas du tout. Le principe, comme il était expliqué tout à l'heure par mes consoeurs et mes confrères, est très clair. C'est la liberté de conscience, c'est la non-ingérence par l'État dans les affaires de conscience, même religieux ou non religieux. Mais en même temps, il y a une certaine tendance à ériger en philosophie ces pratiques. Par exemple, si on dit que il y a un problème avec les musulmans, et donc la solution, c'est de ne plus voir dans les rayons des supermarchés les raviolis halal. Ça, c'est un peu difficile pour nous à comprendre. Peut-être mes consoeurs, mes confrères vont expliquer ça. Bon, est-ce que vous allez vous l'expliquer justement, Henri Peña-Ruiz? En fait, il n'y a pas d'interdiction de rayons halal. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit.
les citoyens de confession musulmane qui veulent acheter des raviolis halal ont tout à fait le droit. Ce n'est pas ça la laïcité. Là encore, ça fait partie de la légende, mais malheureusement, il est dommage que des gens de droite alimentent cette légende en disant qu'effectivement, il faudrait interdire la nourriture communautaire. Non, la règle laïque est strictement délimitée. Elle est délimitée à ce qui concerne l'affirmation de la puissance publique. Par exemple, un professeur qui est croyant ou qui est athée ne doit pas, dans l'exercice de ses fonctions, chercher à faire du prosélytisme auprès des élèves. Ça, c'est clair. La neutralité du professeur, c'est la condition de l'émancipation, comme disait tout à l'heure mon collègue, des élèves qui ils sont à l'école pour quoi faire, les élèves? Ils ne sont pas là pour devenir protestants, catholiques ou athées. Ils sont là pour apprendre l'autonomie de jugement, pour apprendre la culture qui va donner ses repères à cette autonomie de jugement, pour devenir des citoyens éclairés et des hommes libres qui pourront faire leur choix en connaissance de cause. Quant à l'Amérique, excusez-moi, il y a un grand penseur américain, je voulais le dire à mon collègue d'outre-Atlantique, Thomas Jefferson, dans une lettre aux constituants de Virginie, dit « It is necessary to have a wall between church and state ». Il faut un mur entre l'Église et l'État. C'est Thomas Jefferson qui le dit, parce que c'était un homme des Lumières et qu'il était d'ailleurs tout à fait admiratif. Ouais, sauf que le président des États-Unis jure sur la Bible. Donc, oui, alors ça, c'est une anomalie. Je ne sais pas si c'est une anomalie, mais c'est aussi issu de l'histoire aux États-Unis, John Bowen. Le président américain jure sur la Bible quand il prend ses fonctions. Oui, In God we trust. Tout à fait, tout État a son histoire quand même. Oui, voilà. Tous les pays ont leurs propres histoires qui ont laissé des traces dans nos pratiques, dans nos usages. Mais sur le principe bien expliqué par mon collègue, c'est pas le job de l'instituteur de former la conscience religieuse des élèves. Là, on est d'accord, même aux États-Unis comme en France. Comme en France et aux États-Unis. Gabriel Latanzio, alors justement, on parle de curseur, vous parliez de neutralité. La laïcité a pour corollaire le droit de blasphémer au nom de la liberté d'expression. Et c'est le droit de blasphémer qui, aujourd'hui, pose le plus question. On se demande pourquoi, finalement. Oui, certainement. Écoutez, ça rejoint à ce qu'on commençait à discuter à l'instant, c'est qu'il faut apprendre à l'élève que parfois ce qui est mal, on a le droit de le faire. C'est-à-dire qu'on peut condamner moralement, on peut dire que quelque chose ne nous convient pas sans pour autant appeler à l'action de l'État pour pénaliser certaines choses. Je crois que c'est cette nuance-là qui échappe. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? On peut dire... On peut brusquer, on peut être malpoli, on peut trahir quelqu'un, etc. Et l'État n'a pas à s'en mêler nécessairement dans ces questions-là. Et sur les caricatures en particulier? Voilà, je pense à cela par exemple. C'est-à-dire que l'acceptation de la caricature, il ne s'agit pas de dire à l'élève « j'aime pas le dessin fait de Charlie Hebdo ». La question est mal posée. La question est davantage, est-ce que je considère que cette parole a le droit de s'exprimer ou pas? Là, oui, il faut une réponse absolument catégorique sur la liberté d'expression. Et après, on peut dire à l'élève, oui, il a lui aussi la liberté de dire qu'il trouve ça mal à propos, vous voyez, etc. Aller au-delà simplement d'une lecture morale des choses. Justement, comment vous faites pour susciter un débat dans une classe de lycéens, alors qu'en ce moment, effectivement, le sujet est extrêmement sensible? Vous leur montrez plusieurs caricatures, vous leur dites que la caricature, ça fait partie de la tradition française? Oui, alors... Le droit de blasphémer, c'est justement un corollaire de la laïcité? Il faut le faire avec élégance, ça dépend de chacune des disciplines qu'on peut enseigner, que ce soit en histoire ou en langues étrangères, on fait les choses un peu différemment. Mais je crois que le liant de toutes les méthodes pédagogiques, c'est apprendre aux élèves à penser en dehors de leurs circonstances. Je crois vraiment que c'est la clé. C'est-à-dire que pour affiner sa pensée, il faut que les jeunes esprits soient capables de se dire « partie de mes croyances sont dues à mon contexte ». Et la chance de l'école, en apportant un savoir et des compétences et des façons de réfléchir à des élèves quels qu'ils soient, c'est de leur dire, écoutez, partie de vos circonstances vous amenez à penser de la sorte. Et pour les sortir de déterminisme trop automatique, il faut leur dire, voici à quel point vous avez liberté de penser à plein d'égards. Et vous y parvenez toujours? Oui. Autant que possible. Autant que possible. À propos du droit de place, il faut rappeler une chose, c'est qu'on énonce quand même des règles. Et je crois qu'il y a une règle qui est transparente, qui est limpide. S'en prendre à des religions, s'en prendre à des humanismes athées ou agnostiques, ce n'est pas un délit. Ce n'est pas un délit de rejeter l'islam, le catholicisme ou l'athéisme. En revanche, ce qui est un délit, c'est de s'en prendre aux personnes du fait de leur religion. C'est pourquoi, par exemple, je n'aime pas le terme d'islamophobie, parce que islamophobie, ça veut dire littéralement peur de l'islam et rejet de l'islam. Je préfère le terme racisme anti-musulman
ou même racisme anti-maghrébin, parce qu'il y a des maghrébins qui, uniquement parce qu'ils sont un peu basanés, font l'objet d'un racisme et peuvent être athées. Donc, combattons le racisme, et ça, c'est notre devoir d'enseignants aussi, d'expliquer aux élèves que le fait de rejeter des personnes parce qu'elles ont telle religion, ou parce qu'elles sont athées, ou parce qu'elles sont ceci ou cela, ça, c'est un délit. Mais on enseigne la liberté d'expression, et la caricature, pensons à Daumier, pensons aux caricatures dans l'histoire de l'Europe médiévale, la caricature, ça a toujours été un mode d'expression qui a cherché à conquérir sa liberté. C'est un dessin qui exprime une idée avec un contenu sensible. Alors évidemment, comme disait mon collègue très justement tout à l'heure, il faut apprendre aux élèves à distinguer ce qui les choque et ce qui est acceptable du point de vue légal. Oui. C'est notre rôle. Valentine Zuber, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire justement Henri Peña-Ruiz sur justement ce droit de blasphémer? Alors, je ne suis pas vraiment d'accord sur cet emploi de droit de blasphème. Le blasphème, de toute façon, n'existe pas pour l'État puisque c'est une notion toute théologique et qui n'est reconnue que par les convictions qui reconnaissent qu'il y a un blasphème. Donc, je ne vois pas pourquoi on fait intervenir cette notion de ce droit au blasphème. Il n'y a pas de droit au blasphème. On n'a pas le droit d'interdire ce qui peut être considéré par certains comme un blasphème à cause de la liberté d'expression. Ceci dit, pour revenir un petit peu plus précisément sur le cas qui nous occupe, il me semble que le professeur qui est sur le plateau l'a très bien dit, il faut amener les élèves à l'ouverture, au dialogue. Et je ne suis pas certaine que d'imposer des caricatures qui sont particulièrement difficiles à supporter pour une partie de la population soit la meilleure manière pédagogique pour exprimer, pour faire comprendre l'étendue de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous leur diriez, Valentine Zuber, si vous n'utilisez pas de caricature? Je pense qu'on peut utiliser des caricatures, bien. Je pense qu'on peut utiliser des caricatures parce que c'est effectivement un support qui est traditionnel en France, au moins depuis la monarchie, la Révolution française. Il y a eu des caricatures politiques, religieuses extraordinairement violentes et tout au long du 19e siècle, M. Peña-Ruiz a cité Daumier par exemple et il a bien raison, des gens très talentueux. Ce n'est pas le problème de la caricature en elle-même, c'est la manière dont on amène à ces caricatures de Charlie Hebdo qui sont celles-là qui posent actuellement problème à une partie de nos concitoyens, M. Moussaoui l'a encore rappelé ce matin, et qui fait tout ce débat dans le monde entier, ces accusations, ces boycotts, et qui nous mettent en position difficile. Je pense que la pédagogie, justement, c'est de prendre l'élève où il se trouve et de l'amener petit à petit par degré, par pédagogie vers des supports qui paraissent plus scandaleux que d'autres, afin qu'ils voient aussi que ce qui choque n'est pas forcément, ne choque pas tout le monde, qu'il y a un relativisme sur ces sujets et que c'est le droit, dans les limites de l'ordre public bien sûr, et de la non-incitation à la haine raciale ou religieuse, il a le droit de ne pas apprécier, mais ça fait partie de la culture commune. Ça demande donc une explication. Ça demande une explication. On n'a plus le temps. On se retrouve après une courte pause. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve. Très bien. Bienvenue dans la deuxième partie du débat, un débat largement consacré à la laïcité. Un peu plus de 10 jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty, nous avons défini ce qu'était la laïcité dans la première partie de cette émission, montré d'ailleurs un peu sa spécificité française. Est-elle menacée? On va s'intéresser à cette question dans la deuxième partie. Je sais que vous vouliez ajouter quelque chose justement sur les caricatures. Henri Peña-Ruiz qui est toujours avec nous. Ma collègue Valentine Zuber a dit que les élèves pouvaient être choqués. Mais ce qui est choquant... Par les caricatures. Hein. Oui, les caricatures. Par les caricatures. Mais ce qui est choquant, c'est quand même qu'on tue des hommes pour avoir dessiné. C'est quand même... Il faut revenir à l'origine, il faut revenir à l'essentiel.
la rédaction de Charlie Hebdo décimée à la Kalachnikov, 13 morts d'un seul coup, c'est là le fait essentiel. Pourquoi est-on conduit à parler du droit au blasphème? Parce qu'il y a eu ces meurtres, la décapitation de notre collègue Samuel Paty, qui était un collègue admirable et qui faisait son travail pour illustrer par la pratique, effectivement, ce qu'est la liberté d'expression. Cela vient en situation. C'est par rapport à ces meurtres, par rapport à ces assassinats, c'est incommensurable. La violence d'un dessein qui peut choquer, c'est incommensurable par rapport à la destruction d'une vie, à la décapitation. Ça n'a aucun rapport. Et c'est quand même cela qui a conduit à parler du droit au blasphème dans les lycées et même dans toute la France. Ça ne veut pas dire qu'il faille blasphémer tout le temps, c'est pas la question. Ça veut dire qu'on n'encourage pas le blasphème, on dit simplement que c'est un droit. On a le droit de ne pas reconnaître une religion et d'en dire pique-pendre, on a tout à fait le droit. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire systématiquement. Il faut être clair là-dessus. Pédagogie, c'est ce qu'on disait. Gabriel Lattanzio, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé qu'entre avril et juin 2019, 900 atteintes à la laïcité avaient été dénombrées. Qu'est-ce qu'il appelle une atteinte à la laïcité? Alors là, je vous avoue, je ne vais pas être le porte-parole du ministre. Je pense qu'il ne me confierait pas cela. Je crois que je vais vous répondre ainsi. Je pense qu'il y a un piège quand on discute de la laïcité à l'école. Parce que la question qui est posée de fond, c'est comment est-ce que les enseignants peuvent favoriser l'enseignement de la laïcité chez les jeunes esprits. C'est devenu une matière à part entière presque aujourd'hui avec l'enseignement justement de cette matière de droit civique et transversale, parce civique. On en parle dans plein de choses au fond, dans plein de matières de sciences sociales. Je pense qu'il faut faire mieux quand même que déplacer les responsabilités sur les enseignants. Écoutez, je vais essayer de vous expliquer les choses simplement. Ces derniers jours, il y a une petite musique contre-productive qui me gêne profondément. La question posée souvent, c'est est-ce que les profs s'autocensurent face à la jeunesse? Est-ce que les profs sont assez formés? Est-ce que les profs sont trop laxistes? Question que je voulais vous poser. Ouais, écoutez, on y est. Vous les posez tout seul? Ouais, moi je propose à tout le monde de renverser le regard. Parce que plutôt que de poser la question de comment l'enseignement peut améliorer la société, moi j'ai envie de poser la question de comment la société peut s'assurer que les enseignants peuvent faire leur travail. Il faut prendre le problème dans l'autre sens. Et je crains qu'en matière d'action concrète, quand on est autre chose que dans l'énumération de principes, concrètement, la politique de ce gouvernement, ça a été une politique de marqueurs identitaires nationaux. Je pense par exemple, l'année dernière, on nous a demandé dans chaque salle de classe d'installer un drapeau, d'installer une Marseillaise. Écoutez, pourquoi pas? Mais vous savez, moi ce que je ressens à ce moment-là, c'est qu'on a le flacon, mais on n'a pas le contenu. On dit aux jeunes, chérissez les idéaux de la France, chérissez l'égalité, la fraternité, sans la connaître. Moi, je pense qu'il y a un problème. Si la question finale sur la laïcité c'est le moyen pour un devenir commun, eh bien, cette question, c'est l'adhésion à la République. Je crois la vraie question de fond, c'est où en est l'adhésion à la République en France chez les jeunes? Moi, mon sentiment, nourri par mon expérience, nourri par mes discussions avec mes collègues, c'est que l'adhésion à la République chez nos jeunes est fonction de la capacité de la République à réaliser sa promesse. Et du coup, c'est là qu'il faut regarder ce que la société fait. Est-ce que notre société, vraiment, elle réalise la promesse d'égalité? Est-ce qu'elle réalise vraiment la promesse d'une société un peu plus fraternelle? Je ne crois pas. Elle le réalisait plus il y a 20 ans ou il y a 30 ans? Pensez, on est face à des jeunes élèves et on leur dit, écoutez, ici en France, on croit en l'égalité. Vous croyez vraiment que les politiques économiques des dernières années y ressemblent? Il y a vraiment un décalage entre l'idéal... Mais il y a 30 ans, on se battait peut-être plus pour l'égalité au sein de partis politiques, au sein de collectifs. Il me semble que c'est des valeurs qui reculent, mais il ne suffit pas de parler des valeurs. Il faut aussi que derrière ces valeurs, il y ait des actes. C'est cela que je pense, politique. Valentine Zuber, 48 signataires donc, de cette tribune au JDD. Ils disent, eux, il y a donc Richard Malka, également Elisabeth Badinter, la philosophe, c'est tout l'édifice laïque qui est aujourd'hui à restaurer sur la base de la loi de 1905, son fondement le plus solide. Comment restaurer l'édifice de la laïcité s'il est effectivement vacillant? Mais c'est-à-dire que je ne partage pas du tout l'analyse de ces pétitionnaires, dont d'ailleurs M. Pénard-Ruiz fait partie. Je ne crois pas que la laïcité soit vacillante. Je ne crois pas que la loi de 1905 soit obsolète, bien au contraire. Et je pense qu'il y a plein d'initiatives qui aident aussi à renforcer cette laïcité, à renforcer cet esprit laïque, cet esprit de concorde, cet esprit de tolérance entre les concitoyens dans une société qui est extrêmement divisée. Lesquels? Et alors, ce que cette pétition
ne dit pas de nom ni d'institution, mais elle vise précisément une institution qui s'appelle l'Observatoire de la laïcité et qui travaille depuis plusieurs années à cette pédagogie de la laïcité, en se déplaçant dans les territoires, en allant dans les lycées, devant les associations, en se bornant à présenter l'aspect juridique de notre laïcité, qui est quand même ce qui fait la force de notre État de droit. Et donc, en appelant à une nouvelle laïcité, cette pétition me semble mettre encore plus de confusion dans la confusion. John Bowen, un regard justement de l'Américain que vous êtes. Elle vous semble menacer, la laïcité en France, vous qui avez écrit un livre sur l'islam en France? Oui, oui. Non, pas vraiment, parce que c'est un principe cher à tous ceux qui sont français, françaises, y compris les musulmans. Moi, j'étais impressionné par, dans les années où j'ai passé du temps dans les cours menés par des musulmans, soit dans les écoles confessionnelles sous contrat, soit dans les universités pour les musulmans, où les principes de la République, y compris la liberté et le respect, qui sont des objectifs, après tout, de la laïcité, sont commentés, sont proposés comme des principes qui se trouvent dans l'islam aussi. Moi, je vois tout plutôt, et ici, je veux affirmer ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue, M. Peñarrouz, c'est que la vraie question, c'est dans les questions de mobilité sociale et de racisme anti-islam, anti-musulman, et pas d'islamophobie. Ce n'est pas un conflit d'idées, c'est un conflit d'avenir sur le respect, sur les possibilités données aux gens qui se trouvent maintenant dans des conditions déplorables, des fois, à s'avancer dans la vie. Et je crois qu'il faut commencer là. Oui. Est-ce que ça s'apprend à l'école, justement, Gabriel Lattanzio, ce respect à l'égard de l'autre? La culture, ça en fait partie pour justement, il faut connaître pour mieux respecter l'autre. Oui, la connaissance et la culture. L'enseignant, il a un rôle à jouer, j'imagine. Et l'empathie. Et l'empathie, je crois. Donc la capacité de chacun à se mettre à la place de l'autre. Mais l'empathie, est-ce qu'on l'apprend à l'école? Eh ben, vous savez, plus j'avance dans le métier, plus j'y passe du temps, et plus je me rends compte qu'en fait, on a un peu réparti les rôles de façon trop simple. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire qu'il y a certaines choses qui dépendent des parents, certaines choses qui dépendent de l'école. Et moi-même, enseignant, j'aimerais me concentrer sur ma tâche propre à l'instruction. Ouais. Mais je me rends compte que ne serait-ce que réaliser l'instruction, c'est rendu de plus en plus compliqué par des circonstances plus générales. L'enfant ne vient pas vierge de toute idée quand il arrive à l'école. Et cette importance de l'empathie... Un contexte familial, un contexte tout court, effectivement. Absolument. Et surtout, une plus grande... C'est là la difficulté? Oui. Je vous en prie. C'est là la difficulté, le fait qu'il arrive avec un contexte, avec des croyances. Et surtout, la perte de l'habitude de voir dans le visage de l'autre les effets de ses paroles et de ses gestes. Écoutez, vous savez, peut-être je suis un disque un peu rayé, mais écoutez, en ligne, la jeunesse passe la moitié de sa journée. Vraiment. Et c'est un espace de socialisation qui est un frisson contre lequel l'école ne peut rien. C'est-à-dire qu'on est adolescent, on rencontre des gens, on discute avec, on flirte un peu, etc. Donc tout est pire depuis en fait qu'il y a les réseaux sociaux. Écoutez, je le crois, et je le dis parce que moi-même, je vois comment je me comporte en ligne. Écoutez, vous le savez vous-même, on le sait tous, des adultes qu'on peut supposer être distingués, élégants, etc., se comportent n'importe comment en ligne, de la même façon qu'on conduit n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas face à soi le visage de l'autre et les effets de la peine qu'on lui cause. Alors, enseigner le respect, alors que la moitié de la vie sociale se fait dans des circonstances où on ne comprend pas qu'on peut heurter l'autre. Moi, je lis beaucoup de psychologie et de psychiatrie pour éclairer mon travail, vous savez. Et il est dit que si dans les premiers mois de l'enfant, il n'a pas pris l'habitude de voir les conséquences de ses gestes, même un peu, vous voyez, se bousculer, etc., si l'enfant n'a pas connu cela, il y a un risque à développer des comportements antisociaux. Alors, si on pose la question du vivre ensemble, quelque part, il faut aussi qu'on ait cela. Et comment bien le faire à l'école? Je crois qu'il faudra investir davantage dans ce qu'on fait. C'est très important. Oui, l'atteinte à la laïcité, pour revenir à ce thème, Henri Peñarrouz. Jean-Pierre Robin, par exemple, l'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur d'un rapport en 1984, justement, sur ces atteintes à la laïcité, il dit finalement l'atteinte la plus grave, ce n'est pas de traiter un point du programme scolaire. Donc seulement 6% des enseignants ont reçu une éducation religieuse. Est-ce qu'il faudrait effectivement mettre en place un programme d'éducation religieuse pour les enseignants? Certainement pas d'éducation religieuse. De connaissances objectives de toutes les spiritualités, y compris l'humanisme athée, parce que n'oubliez pas qu'en France, il y a à peu près, selon les enquêtes, un Français sur deux qui se déclare athée ou agnostique. Donc, c'est l'ensemble des options spirituelles qu'il faudrait enseigner, mais de façon laïque.
La façon laïque, c'est la façon qui est opposée au prosélytisme. On ne peut pas confier l'enseignement de la doctrine catholique à un curé. On ne peut le confier qu'à un professeur d'histoire, un professeur de philosophie, un professeur de littérature. Donc il est très important de maintenir le caractère laïque de l'enseignement. Ça, c'est quand même très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai effectivement signé cette belle pétition pour réaffirmer la laïcité. Il ne s'agit pas d'une nouvelle laïcité, Madame Zuber, il s'agit de réaffirmer la laïcité telle qu'elle a été définie dans la loi de 1905. Il faut la réaffirmer en cessant d'être complaisant pour des raisons compassionnelles ou pour des raisons électoralistes avec des personnes qui, elles, veulent détruire la laïcité. Et je crois que le rôle de l'école... Qui sont ces personnes? On le voit bien. L'islamisme politique a juré la mort de la laïcité à la française parce que c'est un exemple dans le monde entier, c'est un exemple d'émancipation. Moi, j'ai fait des cours en Tunisie et les collègues de philosophes de Tunisie me disaient que pour eux, la laïcité, c'était essentiel. Mais aujourd'hui, évidemment, l'islamisme politique a repris de la force en Tunisie. Et vous savez que, par exemple, dans la première constitution que proposait Ennahda, on disait que la femme était complémentaire de l'homme. On ne disait pas que la femme était l'égale de l'homme, on disait qu'elle était complémentaire de lui. C'est-à-dire qu'on voyait ressurgir les traditions les plus rétrogrades, sacralisées par les trois religions du livre. Et je crois que c'est par rapport à ça qu'il faut jouer l'émancipation. Donc vous dites, la laïcité, c'est un combat contre l'islamisme, par exemple? Non, c'est pas toujours un combat. Ça a été un combat dans le sang et les larmes, hein, ça a été rappelé. Pourquoi Voltaire s'intitulait-il Écrelinfe? C'était le diminutif de « écrasons l'infâme ». Et qu'est-ce que c'était que l'infâme pour lui? À l'époque, c'était l'Église catholique. La France a conquis la laïcité à rebours de cette Église, mais maintenant, elle veut en faire partager le bénéfice à tous les citoyens et citoyennes qui sont accueillis. Et ce bénéfice, c'est l'émancipation. L'école, c'est la deuxième vie offerte à l'enfant. L'enfant a une première vie avec ses parents, avec son milieu familial. Il va à l'école. Et là, on lui offre une deuxième vie qui n'est pas construite contre les parents, mais qui est construite par un horizon de culture, de dépassement du donné, comme vous disiez très bien tout à l'heure, de dépassement des circonstances dans lesquelles d'abord les enfants sont plongés. Et je crois que ça, c'est très important, cette dimension émancipatrice par rapport aux traditions rétrogrades. Et ça se joue effectivement de façon très importante aujourd'hui. Oui. Quand on voit quand même que quelqu'un est décapité parce qu'il explique la liberté de jugement, c'est quand même ahurissant. Valentine Zuber, vous voulez peut-être réagir à ce que vient de dire Henri Peña-Ruiz. Est-ce que c'est un combat, la laïcité, pour vous, aujourd'hui? Non, ça n'est pas un combat, mais en revanche, c'est une exigence. C'est une exigence que l'on doit toujours opposer à l'État et aux fonctionnaires, aux représentants de l'État qui doivent garder une neutralité bienveillante vis-à-vis des différentes croyances et convictions dans la société. Là où je ne suis pas, je suis d'accord sans être d'accord avec Monsieur Peña-Ruiz, c'est que il a tendance à présenter les religions comme forcément rétrogrades et liberticides. Bien sûr, c'est dans le combat de Voltaire, dans ses lumières anticléricales, cette spécificité française de lutte contre le religieux, mais je pense qu'il faut aussi, et à travers l'enseignement laïque des faits religieux qui est mis qui depuis 2002 est mis en musique à l'école publique, donc il ne faut pas réinventer l'eau chaude, hein. Il existe cet enseignement laïque des faits religieux nécessaire à la culture et à la bonne connaissance. Depuis cela, il faut aussi apprendre à apprécier ce qui est quelque chose d'important dans la croyance religieuse et quelque chose d'extrêmement précieux dans le cœur de beaucoup de personnes et qu'il ne faut pas jeter avec le bébé avec l'eau du bain et dire que les religions sont forcément oppressives, contre l'égalité homme-femme, etc., etc. Il y a de tout dans le religieux et le religieux, c'est une part importante de la vie de plusieurs de nos concitoyens, qu'ils soient musulmans, catholiques, athées, protestants, juifs et que sais-je encore. John Bowen, est-ce qu'il y a un problème en France avec la religion? Est-ce que vous avez eu cette impression, vous? Il y a un certain héritage qui pense que la religion, ça pose problème.
Mais je crois que le problème n'est pas entre les croyants et les croyants, ou entre les croyants et les non-croyants. C'est plutôt entre les gens qui respectent les autres et ceux qui ne le font pas. Donc, je crois que ce n'est pas une question de la religion, c'est une question de la liberté, c'est une question du respect et de l'empathie pour l'autre. C'est là où est le problème de la possibilité de faire un avenir pour ces enfants qui est mieux que le sien. C'est là où il faut travailler. Mais comment justement on préserve cette liberté d'expression? Je m'adresse à l'enseignant de ce plateau, Gabriel Lattanzio. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, je vais baisser les bras parce que, enfin, je ne sais pas quel type de classe vous avez, auprès de quel type de classe vous enseignez, si elles sont effectivement plus ou moins dures. Enfin, ça dépend. Est-ce que c'est un collège, un lycée? Je ne connais pas vos spécificités, mais est-ce que parfois justement c'est compliqué d'enseigner cette liberté d'expression qui fait tout de même la France aujourd'hui? Écoutez, moi, je vais pas m'associer aux quelques voix qu'on a entendues, très alarmistes. Écoutez, franchement, on fait du bon travail. Notre jeunesse, elle est largement belle et elle ne mérite certainement pas qu'on confonde l'épisode dramatique de l'assassinat de Samuel Paty avec la réalité. Qu'est-ce que vous allez dire à vos étudiants, justement, à la rentrée, là, après, 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty, lundi, à la rentrée? On a très souvent des relations de confiance. Moi, c'est mon cas. Je vais les écouter, bien sûr, déjà. Et surtout, je vais leur rappeler mon attachement aux idéaux qu'on partage, que veut dire la laïcité, à quoi elle sert, et aussi leur permettre de comprendre que derrière le mot laïcité, on peut dire des choses assez différentes. Je crois qu'ici... Vous allez revenir sur le principe, leur expliquer? Oui, on doit le faire. Alors, c'est cadré. On verra selon ce qui se passera en fonction du contexte épidémiologique. Mais ce que j'ai compris, c'est on voit les collègues enseignants, on se parle de 8 à 10 heures le jour de la rentrée. On pourra discuter de certaines choses. Et à partir de 10 heures, on va accueillir les élèves. Et à ce moment-là, on va leur en parler. Certains liront la lettre de Jaurès à son maître, etc. Donc il y aura toute une façon de parler de ce qu'est l'école, de ce qu'est la laïcité, de ce qu'est la France, etc. Écoutez, sur cette édition que vous aviez, M. Peña-Ruiz et M. Bowen, il y a quelque chose qui me vient. C'est que c'est très intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'en France on regarde cette question-là. Je crois qu'en France, on fait un pari, en fait, sur la question des relations entre groupes, s'il y a des groupes. Le pari sur le sujet, fondamentalement, c'est on a une sorte de daltonisme méthodologique. C'est-à-dire qu'on fait le choix de ne pas voir les groupes, on fait le choix de ne pas voir les couleurs, on fait le choix de ne pas voir les origines religieuses. Au nom de l'universalisme, peut-être? Oui, au nom de l'universalisme, auquel je suis universaliste, qu'on s'entende. Contre le communautarisme. Alors, le mot communautarisme, tenez, vous invitez M. Bowen. Tapez communautarisme en anglais dans Google, vous trouverez 7000 réponses. Tapez communautarisme en français, vous trouverez 800 000 réponses. C'est là qu'on voit que le débat sur l'organisation sociale à travers des communautés, c'est un vrai débat chez nous qu'on n'a pas ailleurs. Mais écoutez, moi, je reviens à force d'enseigner, au contact de mon public, je reviens un peu sur cette idée qu'il faut mettre sous silence, qu'il ne faut pas tant réfléchir à une façon heureuse d'être à la fois français et de telle ou telle confession. Je pense qu'il faudrait quand même que l'on dessine des façons heureuses d'être ensemble. Et des façons heureuses d'être ensemble, c'est aussi reconnaître qu'il existe tout de même des spécificités. Attention, pas dans mon enseignement, pas moi en tant que représentant de l'État, mais il manque à un niveau culturel, en tout cas, des façons pour la jeunesse que je sers de trouver de la fierté. Vous savez, partie de ce qui a fait que les Afro-Américains ont été un exemple pour tellement de populations à travers le monde dans leur combat pour leur émancipation, c'est qu'ils ont fait quelque chose dans les années 50, des années 60. Pensez à James Brown qui chante « I'm black and I'm proud »,« Je suis noir et j'en suis fier ». Pensez au poème de Lucille Clifton, Maya Angelou, toutes ces poétesses qui disaient « Je suis femme et je suis fière de l'être » et il y a de la beauté en tout. Eh bien, je trouve qu'en France, on n'a pas réussi à cela. Dernier exemple très bref, pensez... Et on finira avec ça. Écoutez, vous savez, je parle parfois avec mes élèves. On regarde des objets culturels nord-américains avec mes élèves. On regarde Le Prince de Bel-Air, une série de télé que tout le monde a regardée dans les années 90. Et puis je leur dis, mais imaginez la même série en France, avec comme cast, au lieu d'avoir des acteurs qui sont tous afro-américains, vous avez tous des acteurs d'origine nord-africaine, français, avec une vision positive, heureuse, du vivre ensemble, des riches, des pauvres, etc., etc. Ça choquerait beaucoup de gens, ça choquerait beaucoup de réactionnaires. Eh bien, cela, pour les jeunes personnes d'origine nord-africaine avec qui je travaille, eh bien, ça les interroge. Et ils se posent la question de est-ce que vraiment cette France-là, elle a fait assez son travail antiraciste. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Gabriel Lattanzio, Henri Peña-Ruiz également. Merci à vous, Valentine Zuber. Et puis, merci également à John Bowen, qui est en direct avec nous des États-Unis. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.